Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir. C'est un webinaire qui s'organise dans le cadre d'un colloque qui s'appelle Discover Our Europe, qui a commencé mercredi et qui s'achève aujourd'hui avec ce webinaire. C'est un colloque, mais Discover Our Europe, c'est également un projet européen cofinancé par le programme Europe pour les citoyens, qui rassemble 8 partenaires de 7 pays européens. 8 partenaires qui sont animés par la même ambition, celle de dépasser les idées reçues qu'on peut avoir sur l'Europe en offrant la possibilité aux citoyens européens d'acquérir de nouvelles connaissances sur l'Union européenne. Donc, nous sommes 8 partenaires de 7 pays. Nous avons la Fondation du Savoir de Hongrie, l'association DRP-DNM de Slovénie, l'association CICIA de Roumanie, mais également la ville de Pegeia à Chypre, l'association Sovogem au Portugal et enfin, l'association Ciber Voluntarios de Madrid en Espagne et enfin l'association Eurocircle de Marseille. Donc, un premier colloque s'est tenu au mois de mars à Piatra Neamt en Roumanie. Nous avons aujourd'hui le colloque en France. Il aura lieu le 7 juin en Hongrie en ligne. Donc, vous pourrez vous y connecter aussi puisqu'il sera également traduit en anglais. Donc, voilà. Voilà pour la présentation. Je tiens à remercier aujourd'hui Monsieur Alain Dumort d'être présent avec nous pour cette conférence. Vous êtes chef de la représentation régionale de la Commission européenne à Marseille et vous allez nous parler aujourd'hui du pacte vert européen. Donc, je vous en prie. Avec plaisir. Merci beaucoup, Claire. Et bonjour à toutes et à tous, et à tous nos amis européens. Donc, ça fait plaisir, en tout cas, de se parler et de se voir, même si c'est malheureusement pas en direct. Mais bon, grâce aux nouvelles technologies, on peut le faire. Et en attendant de pouvoir se rencontrer vraiment. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le pacte vert, donc le fameux Green Deal. Que je vais vous présenter sans document à vous proposer, puisque Claire vous distribuera un gros document que je vous montre, voilà, qui est rempli de chiffres, d'explications un peu plus détaillées. Donc, je préfère vous en parler directement et privilégier les questions-réponses et en tout cas vos impressions, vos points de vue, vos critiques aussi, bien sûr, sur ce grand projet qui est le Green Deal. Alors, pour entrer directement dans le cœur du sujet, pour nous, le pacte vert, donc, ou le Green Deal, c'est la priorité des priorités. Alors, bien sûr, on en a plusieurs, mais celle-ci, vous allez voir que c'est vraiment, au-delà évidemment de l'urgence sanitaire qui nous a bousculé depuis un an et demi maintenant, le grand cap, la grande affaire de l'Europe à l'horizon 2030 et même 2050, puisque c'est l'horizon que l'on se fixe, c'est la lutte contre les dérèglements climatiques. Et sous cet angle-là, on a qualifié tout un ensemble de propositions très ambitieuses sous le label Green Deal. Alors, le Green Deal, c'est d'abord et avant tout se fixer des objectifs très ambitieux, mais réalistes, parce qu'on sait très bien que collectivement, je dirais, l'ensemble des nations du monde ont échoué dans le passé, avec un certain nombre d'accords qui avaient été scellés, je pense aux accords de Kyoto, qui définissaient déjà des règles strictes de réduction des gaz à effet de serre et que finalement personne n'a vraiment respecté. Et là, on était dans les années 90. J'annonce même que pour les accords de Paris, qui sont beaucoup plus récentes, qui remontent à quelques années, les résultats ne sont pas là pour diverses raisons, mais ça n'a pas marché. Et on ne peut pas continuer à reculer comme cela parce que effectivement, l'horloge climatique, elle, est en route, on le voit bien. Le réchauffement climatique est une réalité avec notamment la fonte des glaciers. Je
pense à nos amis slovènes, s'ils habitent en tout cas dans les Alpes, ce qu'ils vivent au quotidien. Mais il n'y a pas que du réchauffement climatique. J'ai nommé plutôt le terme de dérèglement climatique. Pour vous donner un exemple, il y a 3 semaines, il y a eu une véritable catastrophe dans le secteur agricole en France, avec des gels tardifs, et notamment dans la région de Clair. 100% des récoltes, notamment d'arbres fruitiers, ont été détruits par le gel. Après, ce sont des vagues d'inondations. On annonce des grosses pluies pour la semaine prochaine. Ce sont des vagues de sécheresse, etc. Donc, ce n'est pas uniquement le réchauffement de la température qui nous inquiète, mais c'est l'ensemble des dérèglements qui l'accompagnent. Alors, par rapport à ça, on s'est fixé le cap au terme de nombreuses études scientifiques. Je vais évidemment être court pour montrer qu'il fallait absolument limiter cet effet de réchauffement. Et la seule manière de le faire, c'est évidemment de réduire jusqu'à annuler l'ensemble des gaz qu'on nomme gaz à effet de serre, donc, qui visent à simplement empêcher le refroidissement de la Terre avec une couche particulière de gaz dans l'atmosphère. Donc, je ne vais pas être trop technique, bien sûr, mais c'est important de voir que derrière tout ça, il y a quand même des vraies réalités qui auront un impact très important sur chacun d'entre nous. Alors, quand on parle de gaz à effet de serre, pour faire beaucoup plus simple, on parle du gaz carbonique, le fameux CO2. Je pense que si on conserve ça en tête, c'est quand même l'essentiel, mais il y en a d'autres. Mais il n'y a pas que ça également. Comme vous le savez, il y a un ensemble de particules fines qui sont émises notamment par les moteurs à combustion, surtout diesel et autres. Mais bon, donc c'est un ensemble de problématiques. Alors, le cap qu'on s'est fixé, qui est extrêmement ambitieux, c'est la neutralité carbone en 2050 pour l'Europe dans son ensemble. Ça veut dire concrètement que l'Europe devra éliminer autant de CO2 qu'elle ne produira en 2050. On en est très très loin, puisque finalement, les 3/4 du gaz carbonique, pour l'instant, s'accumulent dans l'atmosphère. Donc, cet aspect naturel qui existait avant dans la nature, au travers des océans et des forêts, ne fonctionne plus depuis longtemps, à cause de l'activité humaine et industrielle. Donc, voilà le cap général. 2050, ça peut paraître loin, mais c'est demain, évidemment, à l'échelle d'une planète, avec des étapes intermédiaires, notamment pour 2030. Un accord récent de l'ensemble des ministres et du Parlement européen ont mis le seuil d'au moins 55% de réduction des gaz à effet de serre, donc du carbone, en 2030. Et 2030, c'est vraiment demain. Nous sommes déjà en 2021, avec un score très, très problématique au niveau des émissions de gaz. Donc, comment y arriver? C'est une véritable révolution qui doit s'accompagner, bien sûr, de mesures diverses pour pouvoir le faire. Le grand risque, ça serait effectivement de se fixer des objectifs qui ne soient pas réalistes. Et là, on aura un double problème. D'abord, un problème de crédibilité vis-à-vis des citoyens qui vont dire l'Europe, une fois de plus, promet ce qu'elle ne peut pas faire. Et donc, on aura véritablement un problème même, je dirais, de légitimité dans le projet, puisqu'on ne sera pas capable de réaliser ce qu'on promet. Le deuxième problème, tout simplement, ce sera un vrai dérèglement climatique avec des conséquences sans doute dramatiques, à la fois sur des géographies. Je pense évidemment à beaucoup d'îles ou de côtes qui seront submergées par les eaux, des glaciers qui fondent, des pays entiers qui disparaîtraient. Je pense aux Maldives, peut-être d'autres îles du Pacifique, bien sûr, qui seront très rapidement submergées, etc. Donc, voilà la vraie réalité. Donc, avant, c'était évidemment une affaire d'écologistes. Maintenant, c'est une affaire générale. Et tout le monde a pris ça tout à fait au bras-le-corps. Alors, par rapport à cet objectif qui est à la fois ambitieux, mais absolument indispensable, il faut évidemment se doter de moyens. Et au niveau de l'Union européenne, comme vous le savez, les compétences sont doubles. La première compétence est législative. On a bien vu dans le passé que s'il n'y a pas une force de loi, les accords sont tout simplement pas respectés. On ne peut pas uniquement se baser sur la bonne volonté à la fois des pays, des industries et tout simplement aussi des citoyens.
parce que ça appelle effectivement des changements profonds qui doivent être accompagnés dans les lois nationales, dans les lois locales, et aussi évidemment des mesures d'accompagnement, parce que interdire ceci ou cela n'est pas la solution, on le sait bien. Alors au niveau législatif, les choses bougent, puisque le 21 avril, donc il y a 3 semaines de cela, le Parlement européen, avec le Conseil et la Commission, se sont mis d'accord sur un projet de loi climat. Alors ça parle beaucoup aux Français, puisque le gouvernement a proposé une loi climat qui a été adoptée également par l'Assemblée nationale tout dernièrement, il y a quelques jours en France, qui est une forme de déclinaison déjà de cette loi climat européenne. Mais il est évident que même au niveau d'un pays comme la France ou d'un pays comme l'Allemagne ou même d'un ensemble de pays, ça ne sera pas la solution, puisqu'il faut qu'il y ait une avancée collective sur cette question. Lorsqu'on parle de globalisation des économies et des problèmes, le réchauffement climatique en est bien un. Je dirais que c'est même l'exemple le plus évident que cette lutte contre les dérèglements climatiques n'a de sens que si elle se fait au-delà des frontières nationales, au-delà même des frontières de l'Europe, puisque même si l'Europe parviendrait à des résultats fantastiques, si nos voisins, notamment l'Inde, la Chine, les pays d'Afrique, ne le suivent pas, il est évident qu'au niveau de la planète, les résultats ne seront pas bons. Donc, chacun doit évidemment commencer par, comme on dit en France, balayer devant sa porte et travailler son propre jardin, mais évidemment avec systématiquement des négociations au niveau international, et c'est ce que nous faisons. Donc, une fois que les questions européennes sont posées, nous abordons les négociations au niveau international. Et là, je dois vous dire que nous avons été aidés par la nouvelle administration américaine avec Joe Biden, qui, comme vous le savez, a une vision radicalement opposée à celle de son prédécesseur et pour qui le réchauffement climatique est devenu une priorité. Et c'est une décision politique à la fois ambitieuse et surtout courageuse dans un pays où, comme vous le savez sans doute, la consommation d'énergie n'est pas du tout le problème, puisque l'énergie est très bon marché, les voitures sont énormes, l'éclairage des villes, etc., est quasi permanent. Donc, et en plus, évidemment, la production d'électricité se fait avec beaucoup d'énergie très polluante. Mais voilà, qu'importe, le pas est pris, et l'ensemble des pays, y compris la Chine, qui voit bien son intérêt également, puisque la Chine, comme l'Inde d'ailleurs, souffre également du réchauffement climatique, à la fois dans ses mégapoles, mais aussi dans ses industries, et donc est extrêmement vigilant, ne serait-ce que par intérêt économique, à se positionner dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, alors ça c'est la partie législative qui est importante, mais même s'il y a une loi, encore faut-il qu'elle soit respectée, et encore faut-il en avoir les moyens. Et donc le deuxième volet, à part le paquet législatif, c'est les sources de financement. Mais là aussi, c'est un paquet très important, c'est le plus important de toute l'histoire de l'Union européenne, puisque nous allons mobiliser jusqu'en 2030 1000 milliards d'euros. Donc c'est une somme colossale, à la fois de l'argent public européen et de l'argent privé qui viendrait des banques. Un exemple, nous avons adopté un budget jusqu'en 2027 qui est de 1074 milliards d'euros. Nous avons décidé qu'un quart de ce budget, donc ça correspond à peu près à 270 milliards, serait consacré uniquement à la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a un deuxième volet, au-delà de ce cadre multi-annuel, c'est le plan de relance que vous connaissez peut-être, plan de relance par rapport évidemment à l'arrêt économique qui suit la pandémie et qui heurte très brutalement l'ensemble de nos économies.
avec évidemment des mesures de précaution à prendre pour éviter tout simplement une explosion du chômage et une série massive de faillites économiques. Alors, le plan européen est aussi très ambitieux, c'est 750 milliards d'euros, donc c'est tout à fait important, qui lui sera mobilisé sur 3 ans et pas sur 7 ans comme le budget européen. Et plus de 30% de ce plan sera consacré également à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, déjà, l'argent public, si on additionne ces deux montants qui donnent le vertige, hein, parce qu'on multiplie les milliards et les centaines de milliards, on a déjà plus de la moitié des 1000 milliards dont je vous ai parlé qui viendraient de l'argent européen. À cela s'ajoutera évidemment de l'argent national. Je prendrai l'exemple que je connais le mieux, qui est le plan de relance français. Le plan de relance français, donc, qui s'inscrit dans le plan de relance européen, c'est 100 milliards. Sur ces 100 milliards, 40 milliards viennent des fonds européens. Et à l'intérieur de ça, la France a décidé que plus de 35%, donc c'est exactement 37% de cette somme irait à la conversion, à la transition écologique et climatique. Donc, c'est vraiment du sérieux. Ça, c'est le message que je voudrais vous envoyer, à la fois en termes de législation, donc il y a des lois qui vont mettre dans la loi nationale l'objectif contraignant de réduction des gaz à effet de serre. Et puis, il n'y a pas de miracle, il faut beaucoup d'argent pour que cela se fasse. Alors, où va aller cet argent? Si on fait un rapide survol d'où viennent en fait les problèmes en termes de gaz à effet de serre, il y en a deux, comme vous le savez principalement. Le premier, ça reste les transports. Quand je dis que c'est le premier, ce n'est pas forcément le plus important en volume. C'est à peu près un quart des gaz à effet de serre qui sont émis par les transports en Europe, notamment les transports urbains. Mais c'est de loin le plus compliqué à gérer. Pourquoi? Parce que, comme vous et moi, nous sommes aussi émetteurs de gaz à effet de serre. Avec nos véhicules, une voiture, une moto, etc., nous polluons. Ce qui n'est pas le cas d'une grosse industrie, par exemple, qui peut être extrêmement polluante, mais qu'on sait que si on convertit cette industrie, eh bien, le problème est réglé assez vite. J'allais dire facilement, ce n'est pas vrai, mais en tout cas assez vite. Ici, avec le transport, on a des milliers et des milliers d'intervenants dans le secteur du transport. Et que donc la conversion du secteur actuel des transports polluants, donc qui, comme vous le savez, consomment des énergies thermiques fossiles, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et encore moins d'un coup de baguette magique. Donc là, il y a un gros effort à faire dans le domaine des transports qui consistera notamment à organiser la fin du moteur thermique dans des véhicules individuels, en tout cas en circulation urbaine. Et là, vous voyez immédiatement que, très bien, pourquoi pas, après tout, hein, c'est déjà le cas, comme vous voyez sans doute les annonces publicitaires des constructeurs automobiles, tout le monde maintenant se met à la voiture électrique en production. Mais ça ne sera pas si simple parce que, d'abord, tous les ménages, tous les citoyens européens n'ont pas les moyens de changer leur voiture, même d'ici 5 ans ou 10, pour passer à la voiture électrique. Et donc, il faudra bien sûr les accompagner. Je pense notamment, comme vous le savez sans doute, à beaucoup de villes qui vont réglementer l'accès des voitures thermiques dans les centres. Donc, en clair, les effets, les mesures qui vont être prises vont tout simplement interdire l'accès de ces voitures dans les centres-villes en exigeant des niveaux de dépollution très élevés. Donc, en clair, changer la voiture. Mais quand vous êtes un ménage normal, avec des revenus normaux, vous n'avez pas les moyens de changer votre véhicule comme ça, parce que le véhicule reste encore bon. Donc, il faut aider les ménages aussi à la conversion climatique et écologique.
C'est un principe qui s'applique déjà depuis longtemps. Il y a beaucoup de primes à la conversion, mais qui ne sont pas suffisantes. Je vais prendre un exemple. Une voiture moyenne électrique, ça dépasse les 20 000 euros. Et que même si l'État vous donne un bonus de 5 000, il faut quand même dépenser des 15 000. Et on ne peut pas le faire. Donc là également, il y a tout un échéancier à trouver de manière à ce que les objectifs que l'on se fixe soient des objectifs socialement acceptables. Et en France en particulier, on a eu et on a toujours un problème d'acceptation sociale des mesures, notamment des taxes nouvelles qui ont conduit à de très nombreuses manifestations en France contre justement l'imposition complémentaire des véhicules thermiques. Donc ça, c'est un exemple très concret. Le deuxième exemple, c'est au niveau des bâtiments. 40% des gaz à effet de serre viennent de la consommation d'énergie dans les bâtiments. Chez vous, chez moi, dans les bâtiments publics. C'est énorme. Et là aussi, le marché est extrêmement segmenté, diversifié. Donc, on ne peut pas changer du jour au lendemain l'ensemble de ce bâtiment. Ce sont des milliards et des milliards qui sont en jeu pour la rénovation. Et là aussi, pour nous, au-delà de fixer des normes de pollution, on met en place des systèmes d'accompagnement à tous les niveaux, notamment dans le cadre du plan de relance, pour accélérer la conversion des chaudières, notamment, en fixant, par exemple, l'obligation de chaudières à condensation. On devient assez vite technique dans ce domaine, mais vous voyez l'ampleur du défi. Alors, dans d'autres pays, je pense notamment à l'Allemagne, mais aussi à la Pologne, l'essentiel de la production d'électricité se fait à partir du charbon. Et là, le secteur de la production d'électricité est de loin le principal émetteur de gaz. Donc, là également, l'Allemagne, par exemple, qui renonce à son programme électronucléaire, mais il va falloir trouver une solution parce que l'Allemagne ne veut pas non plus de centrales au charbon, qui est très, très polluant. Donc, il faudra des énergies beaucoup plus propres. L'Allemagne peut se le permettre. La Pologne, ce sera beaucoup plus difficile parce que le taux de production électrique en Pologne, c'est vraiment essentiellement du charbon en plus de relative basse qualité par rapport à d'autres qui polluent énormément. Voilà en quelques phrases l'ampleur du défi qui nous attend et qui exige évidemment des soutiens financiers. Le pacte vert, c'est un pacte aussi social. Et ça, c'est très important puisqu'il n'est pas question que uniquement une partie de la population profite des avantages que nous allons mettre en place, profite notamment d'un centre-ville propre, dépollué, alors qu'une grande partie de la population en sera exclue. Pareil, évidemment, lorsqu'on impose des nouvelles règles anti-pollution aux industries, il faut être extrêmement vigilant que le métier d'une industrie, c'est de produire des biens industriels et de faire du profit, c'est normal. Mais il faudra être extrêmement vigilant à ce que ces industries restent en Europe, évidemment, et ne soient pas délocalisées dans des pays qui sont moins contraignants en termes d'environnement et qui permettraient de faire des économies à ces industries. Voilà la grande problématique. Donc, à partir d'une approche très locale, si j'ose dire, très ciblée sur le climat, on a toute une problématique géopolitique et sociale, et on en est vraiment conscient, puisque le modèle européen que l'on veut, ce n'est pas un modèle ultra compétitif, c'est un modèle social qui préserve et qui développe l'ensemble des acquis qu'on a eus depuis plusieurs siècles en Europe et qui nous distingue en tout cas radicalement de beaucoup d'autres économies. Donc voilà la philosophie du pacte vert en ce qui concerne le climat. Donc on est conscient, on est vigilant et on est extrêmement déterminé à ce que l'ensemble de ces politiques et de ces financements soient mis en œuvre très rapidement. Alors, ce qui est important aussi, et je terminerai par là peut-être et vous laisser peut-être poser des questions avant d'aborder un autre sujet, c'est que par rapport à nos budgets précédents et nos politiques précédents et nos programmes précédents, le pacte vert
finalement, est transversale à tous les programmes. Donc, j'ai commencé par dire que sur les 1074 milliards de nos budgets, 25% sera consacré. Ça veut dire que 25% de tous les programmes, à commencer par les grands programmes de recherche, bien sûr, qui s'appellent maintenant Horizon Europe, mais également, évidemment, le programme LIFE, qui est le seul programme que l'on ait totalement dédié à l'environnement, mais l'ensemble des autres programmes. Je pense notamment au Fonds de développement régional, y compris le Fonds social européen, dont une grande partie sera réservée pour la formation et la conversion des travailleurs dans le domaine des énergies renouvelables. On sait très bien, par exemple, qu'en Europe, on a un vrai déficit en qualification sur un certain nombre de filières. On a un vrai problème également de production. Jusqu'à peu, l'essentiel des panneaux solaires était chinois. Donc, on s'aperçoit qu'on est vraiment beaucoup trop dépendant et que donc, on manque aussi de personnel qualifié, bien sûr, par rapport à ça. Donc, vous voyez que le pacte vert est vraiment du grand sérieux et qui va toucher l'ensemble des programmes que l'on met en place et qui sont déjà, pour la plupart, déjà en activité. Donc, un certain nombre d'appels à propositions sont déjà lancés. Peut-être, Claire, si je peux m'arrêter là et laisser peut-être un peu de questions venir, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr. Gauthier, je te laisse la main pour les questions. Oui, merci. D'abord, j'aimerais vous, vous saluer, Monsieur Dumort, et vous remercier Bonjour, pour votre... merci. Moi, j'ai eu un petit problème de connexion au départ, mais voilà, je vous remercie pour votre participation. Du coup, par rapport à votre première partie d'intervention, on a des questions sur quelles sont les principales causes, notamment plus sur la partie explicative du réchauffement climatique, parce qu'ils savent que l'effet de serre n'est pas la seule cause. Et est-ce qu'on a des idées de la contribution respective des différentes causes au réchauffement climatique? Les études sont. Merci pour cette question, elle est fondamentale, hein. Et comme vous le savez, elle a été très discutée et critiquée, y compris sous un angle plus politique, qui consistait à dire finalement le coût de lutte contre le réchauffement climatique serait supérieur au coût des effets de ce réchauffement climatique. Et effectivement, il faut savoir où se trouve l'équilibre par rapport à tout ça. Alors, les causes sont très nombreuses, hein, évidemment. C'est à la fois, bien sûr, des causes naturelles. Lorsqu'on a des éruptions volcaniques massives, c'est du CO2 par milliards de tonnes qui passent. Mais ce qui caractérise en tout cas les 100 dernières années, et quand je dis les 100 dernières années, tout simplement parce qu'avant, on n'avait pas les chiffres, on n'avait pas les mesures pour le faire, c'est l'activité humaine au sens très large, c'est-à-dire évidemment industrielle, le 19e siècle et le début du 20e étant sans doute la pire des périodes, puisque c'était l'industrialisation à tout va, avec des mauvaises qualités à la fois d'énergie, mais également l'absence totale de recyclage et la mise en décharge systématique de beaucoup de choses. Donc là, clairement, on a une accumulation qui fait que, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est un ensemble d'études au niveau mondial qui convergent sur le fait que effectivement c'est l'activité humaine qui est en très grande partie responsable du dérèglement climatique. Alors j'ai cité les transports, mais je devrais citer l'industrie évidemment en tête, ainsi que la production d'électricité. Je l'ai évoqué en tout cas pour la Pologne, mais aussi l'Allemagne qui produit beaucoup à partir de charbon. On peut citer le cas des États-Unis qui, comme vous le savez, exploitent du gaz, mais c'est du gaz de schiste, donc avec des effets colossaux pour l'extraire. Alors la France est un pays à part parce que déjà historiquement, il y a eu une production d'électricité à base d'hydraulique, donc les barrages, etc. Donc là, effectivement, on peut considérer que c'est une énergie non pas verte, mais blanche, hein, qui n'a que très très peu d'émissions carboniques, hein, de fait, au-delà de la construction des barrages et des équipements, bien sûr. Et puis le programme électronucléaire. Alors, évidemment, on va rentrer dans une autre problématique qui consiste à dire, oui, mais bon, le nucléaire est peut-être plus propre en gaz carbonique, mais beaucoup plus sale en termes de déchets qui doivent être gérés effectivement dans les prochains siècles, puisqu'on sait bien qu'il faut des dizaines et des dizaines d'années
pour que ces déchets soient désactivés. Et pour l'instant, ils sont enfouis. On n'a pas d'autre solution pour ça. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros défi. Alors, maintenant, bien sûr, on a des énergies vertes, mais le plan de développement reste problématique. Techniquement, on sait faire. Donc ça, ce n'est pas un problème. Par contre, là où on est beaucoup plus embêté, c'est où est-ce qu'on va développer ces centres de production d'électricité qui, lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, sont très décentralisés, contrairement à une usine de production électrique, que ce soit au charbon, au pétrole ou électronucléaire. Comme vous le savez, c'est très massivement centralisé et très puissant. Pour les énergies dites vertes renouvelables, c'est totalement décentralisé ou en grande partie décentralisé. Et un exemple parmi d'autres, c'est évidemment la problématique du déploiement des éoliennes. Une éolienne devient très performant. Maintenant, on sait faire, on sait très bien faire. Même l'Europe est en voie de devenir leader dans ce domaine avec des techniques très, très développées. Le problème, c'est qu'on a un problème d'acceptation sociale des éoliennes, à la fois en termes de dommages visuels dans l'environnement, mais aussi d'autres problèmes que l'on mesure maintenant, qui sont des nuisances sonores pour ceux qui sont riverains, et puis des perturbations sur la faune, notamment les oiseaux migrateurs, qui sont perturbés par le bruit qui très puissant, pas peut-être pour nos oreilles à nous, mais très puissant par rapport à des oiseaux migrateurs qui, comme vous le savez, fonctionnent essentiellement, non pas à l'œil, mais en tout cas à l'ouïe, si j'ose dire, donc par rapport aux ondes diverses que la Terre émet. Donc, voilà le défi. Alors, pareil avec l'énergie solaire, parce qu'il faut des milliers d'hectares, évidemment, pour avoir la même capacité de production qu'une petite centrale électrique normale. C'est un vrai problème, clairement. Et comme vous le savez, le parc des centrales électronucléaires vieillit, pas uniquement en France, mais dans tous les pays. Et il y a un vrai débat politique maintenant. Hein, faut-il renouveler le volet nucléaire? On a vu que l'Allemagne avait renoncé. La France, notamment, prolonge la durée de vie des centrales en toute sécurité, bien sûr. Hein, ce n'est pas une question de mettre en danger davantage qu'il en est, mais on sait que là aussi, la population, les citoyens ont une réticence vis-à-vis du nucléaire. Donc, on a un vrai débat démocratique qui doit se mettre en place par rapport à tout ça, parce que quelque part, il n'y a pas de solution miracle. Et il faudra composer avec un ensemble de facteurs. Alors, j'ai mentionné le domaine des transports parce que moi, je trouve que c'est le plus passionnant et c'est celui qui nous parle le plus parce que ça montre que chacun, à son niveau, peut aussi régler une partie du problème. Alors, bien sûr, à commencer peut-être par prendre son vélo, mais c'est facile à dire, n'est-ce pas? Ça dépend où on habite et ça dépend aussi s'il y a des facilités pour le faire. C'est pour ça qu'un axe stratégique pour nous, Commission européenne, c'est d'aider au financement de modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire notamment cofinancer des lignes de tramway. Et là, en France, il y a 27 métropoles qui ont des tramways, et sur ces 27 métropoles, 19 ont reçu des financements européens pour développer leur ligne de tramway. Ce qui est quand même un clin d'œil à l'histoire, hein, n'est-ce pas? Parce que moi, je suis Marseillais, par exemple, les tramways, dans les années 50, étaient là déjà. Ou les trolleybus. Donc, les bus, on les a supprimés. Et maintenant, ils reviennent dans les années 2000 parce qu'on se dit, ah, c'était pas si mauvais que ça, finalement. Comme quoi, vous voyez, le tout véhicule particulier était un très mauvais pari dans toutes les villes du monde. Un autre axe, et qui envoie très spécialement maintenant l'objet d'un appel à proposition qui est en cours en France, qui est le cofinancement européen de l'aménagement des pistes cyclables. Vous voyez que de dire on ne veut plus de voitures sales dans les centres-villes, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on propose pour justement ne pas prendre sa voiture? Donc là, il y en a deux, clairement, ce sont les transports collectifs individuels, que ce soit le métro pour les grandes villes, ou le tram pour les villes de moyenne importance ou de petite importance, ou même des bus électriques. Ça reste aussi la même problématique avec des choses extrêmement simples.
notamment l'aménagement de pistes cyclables. Et pas forcément de faire des paris technologiques. Par exemple, nous avons aidé des petites communes à mettre en place un site sur Internet de covoiturage. Quoi de plus vieux que le covoiturage, hein, de mon temps, regardez, j'ai les cheveux gris, ça s'appelait de l'autostop. Hein. C'est ça, on partage son véhicule avec quelqu'un. Eh bien, c'est déjà avec le même type de véhicule, c'est une manière de régler le problème aussi à son niveau. Et puis après, il y a d'autres formules comme l'autopartage qui se développe de plus en plus, en tout cas dans les villes en France et en Allemagne. Vous savez, c'est des voitures en libre service, comme les vélos. Donc voilà, vous avez un abonnement, des voitures électriques, bien sûr, etc. Alors, le grand pari que l'on fait, il est double. D'abord, il est industriel. Si on regarde cette vision du véhicule électrique, et on voit maintenant que bon, l'électricité est partout, y compris dans les trottinettes, hein, imaginez. La voiture, le tram, etc., bon, c'est très bien. Mais lorsqu'on parle de véhicules personnels électriques, on parle de batterie. Et là, effectivement, on a des zones de grande faiblesse en Europe, puisqu'on ne les produisait pas, ces batteries. L'essentiel des batteries sont faites en Chine ou en Corée du Nord. Oh, pardon, Corée du Sud. Corée du Nord, ils font autre chose que des batteries. Mais, donc, je parle de la Corée du Sud, qui sont les principaux producteurs de batteries. Mais ça, c'est très embêtant pour nous, parce qu'on n'a pas cette maîtrise industrielle. Et si on complique encore les choses, on s'aperçoit qu'on n'a pas non plus les filières de recyclage de ces batteries. Et là, ça pose un vrai problème. C'est-à-dire qu'on va peut-être régler la qualité de l'air dans les grands centres urbains, mais on va dégrader l'environnement avec des milliers, des millions de batteries dont on ne saura que faire très rapidement. Donc, il faut concevoir tout un nouveau écosystème qui est déjà en place, à la fois pour produire soi-même des batteries en Europe, à partir d'un minimum de minerais rares, qui, comme vous le savez, ne viennent pas d'Europe non plus. Ça vient en grande partie d'Afrique et d'Amérique latine, avec des conséquences très dommageables sur leur environnement, ce que nous, on ne voit pas en tant que consommateurs. Mais c'est une problématique que l'on veut prendre dans son ensemble. Ça, c'est le premier axe, donc l'économie circulaire pour les batteries. Le deuxième axe, parce que je vous parle de 2050, on ne croit pas que l'électricité sera l'énergie du futur. On sait très bien que c'est l'énergie transitoire, comme l'est actuellement une voiture hybride. Une voiture hybride, en soi, n'a pas de sens. Soit c'est électrique, soit c'est thermique. Avoir les deux, c'est la double peine. Mais effectivement, c'est une voie de transition. Alors, l'avenir, le pari que l'on fait, mais on n'est pas les seuls, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, ce n'est pas nouveau. L'hydrogène, il y a des bus qui circulent, il y a des trains qui circulent à l'hydrogène, mais c'est un hydrogène sale. 95% de l'hydrogène industriel est produit à partir d'énergies fossiles. On ne s'en sort pas, n'est-ce pas? Retour à la case départ, c'est-à-dire qu'effectivement, vous allez rouler plus propre, mais la production de l'hydrogène est tellement négative que l'ensemble sera finalement négatif. Donc, il faut trouver une filière de production d'hydrogène verte, donc essentiellement, exclusivement à partir d'énergies renouvelables. Et ça, c'est le projet qu'on s'est lancé avec une alliance industrielle, une alliance nationale très forte, justement pour mettre au point cette énergie du futur, hein, qui est déjà là d'ailleurs, mais qui n'est pas durable au sens de l'environnement. Voilà ce que je pourrais dire sur ces deux sujets passionnants. Je vous remercie pour votre réponse apportée. Vis-à-vis de la question qui était suivante dans l'ordre, je pense que dans votre exposé, vous avez aussi abordé ce point, que pour les transports électriques, c'est vrai que c'est bien, mais il faut s'assurer de l'origine du courant électrique, évidemment, que ça soit bien décarboné. Une autre question qui vient de Monsieur de Cunière, qui précise qu'autrefois, l'agriculture était le budget principal, voilà, de l'Union européenne. Et quels sont les changements prévus dans l'agriculture par le plan vert, par le plan... Alors, effectivement, donc, j'ai commencé à parler du climat dans le pacte vert, mais il n'y a pas que le climat. Il y a un second volet que j'ai abordé maintenant, qui est celui de l'économie circulaire, qui veut dire tout simplement minimiser
l'impact sur les ressources, déjà dans la production, et puis assurer le recyclage et aussi la réparation des produits. Donc, c'est tout un ensemble de règles, de règlements, de directives qu'on met en place justement pour promouvoir et développer cette économie circulaire. On a fait, comme vous le savez, des textes, des règlements très importants pour interdire l'utilisation de plastique à usage unique. Des choses dont on peut se passer totalement. Je pense à des petites cuillères en plastique, je pense à des pailles en plastique, etc. Et coton-tige en plastique, qui montrent que c'est presque souvent 80% de ce type de déchets qu'on retrouve un peu partout et qui finissent à la mer, puisque l'ensemble des polluants de ce type terminent à la mer. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier qui est fondamental, et là je remercie la question sur l'agriculture, c'est effectivement un pilier fort du pacte vert. On l'a appelé de la ferme à la fourchette, verdir tout le processus. C'est pour promouvoir, développer un mode de production et de consommation agroalimentaire qui soit à la fois plus sain pour la santé et plus respectueux pour l'environnement. Alors, plus respectueux pour l'environnement, ça veut dire l'abolition des herbicides et des pesticides. Il n'y aura pas 50 manières de le faire. Il faudra trouver des alternatives. Et là, évidemment, ce qui revient à chaque fois, c'est le glyphosate, qui, comme vous le savez, est l'herbicide le plus puissant qu'on ait et qui est très bon marché, et donc qui est effectivement très pratique. Derrière tout ça se profile évidemment, vous le devinez, le soutien massif que l'on veut faire à l'agriculture biologique, qui par définition se passe et d'herbicides et de pesticides pour les maladies en tout genre, donc en développant d'autres modes de production. Ça signifie que, bien sûr, il faudra compenser financièrement le manque à gagner des agriculteurs qui passent d'une agriculture, je dirais, traditionnelle, même raisonnée, c'est-à-dire qui utilise moins de pesticides et d'herbicides que l'agriculture intensive, mais qui n'est pas pour autant biologique. Pour un agriculteur, ce n'est pas compliqué. Passer au biologique, c'est entre 20 et 30% de rendement en moins. 20 à 30% de rendement en moins, ça signifie des coûts en main-d'œuvre plus importants et en mécanisation plus importants, dans un secteur où, comme vous le savez, une très grande majorité d'agriculteurs disposent d'un revenu mensuel inférieur à 1 000 € par mois. Donc, on est même en dessous du salaire minimum. Alors, évidemment, il y a des exceptions, des gens qui vivent très bien, mais voilà la réalité qui fait que la politique agricole commune, qui reste une part de budget très importante, même s'il est très fortement en diminution depuis le début de la création de l'Union européenne, le budget agricole correspond encore au tiers du budget total. Mais il est directement affecté également par le Green Deal, donc le pacte vert, puisqu'on a considérablement augmenté les aides aux agriculteurs qui sont en biologie. On a considérablement augmenté les mesures de transition. Là, ce sont les aides directes aux revenus. Là, maintenant, je vous parle des mesures de transition. Il ne faut pas que, par exemple, l'agriculteur touche finalement sa prime à la conversion 4 ans après l'avoir fait, parce qu'il ne va pas survivre économiquement. Donc, c'est tout un tas de mesures de simplification de la politique agricole commune qui permet de donner directement un ensemble d'aides, soit en préfinancement, soit à titre, je dirais, dérogatoire, avec tout un ensemble de mesures d'accompagnement, notamment pour le développement rural, puisqu'on n'est plus dans un cadre effectivement productiviste. Il faut maintenant aménager un ensemble de paramètres, notamment paysagers, qui ont aussi des grandes vertus pour la diversité, la biodiversité, qui, comme vous le savez, en peine. Très concrètement, je pense au rétablissement de haies, par exemple, qui ont été enlevées justement pour des raisons productivistes, puisque c'est un manque à gagner sur les surfaces cultivables. Donc, la réintégration des haies, là aussi, font partie des fonds qui seront très développés pour ça. On a développé également, mais là, c'est plutôt
des mesures à titre préparatrice, voire préventive. Comme vous savez peut-être que c'est très cher et très rare pour un agriculteur, en tout cas, d'avoir une assurance de protection contre les risques climatiques. Moins d'un tiers des exploitants ont ce type d'assurance. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la catastrophe qui s'est passée au printemps là, dans la plupart des régions françaises. Eh bien, certains ne sont tout simplement pas assurés, notamment dans le domaine de la culture d'arbres fruitiers. Il y a moins de 10% d'agriculteurs qui sont assurés. Alors, pourquoi ils ne sont pas assurés? D'abord parce que les primes coûtent trop cher, tout simplement. Parce qu'on vous demande également une période de référencement, c'est-à-dire une période où vous n'avez pas eu de dégâts, etc. Or, pour l'instant, c'est pratiquement tous les ans qu'il y a des dégâts de ce type majeurs qui font que les exploitants sont obligés de trouver des solutions techniques très bizarres, notamment avec recourir à des hélicoptères, imaginez, pour brasser l'air, notamment dans des vignobles, pour que ça ne gèle pas immédiatement, ou allumer des bougies un peu partout dans les champs pour contrer ce refroidissement nocturne. Alors, tout ça pour vous dire que la nouvelle politique agricole commune va renforcer également les primes pour aider les agriculteurs, donc d'une part à s'assurer et ensuite à couvrir les dégâts, ce qui n'existait pas systématiquement avant. Donc là, on va évidemment, compte tenu des risques majeurs que se profile avec le réchauffement ou le dérèglement climatique, ça deviendra malheureusement un critère très important. Mais si le marché est laissé à lui-même, il y aura de moins en moins d'agriculteurs qui seront assurés parce que, évidemment, au fur et à mesure que les catastrophes arrivent, les primes deviendront de plus en plus chères. Donc, c'est un cercle totalement vicieux qui va conduire, en tout cas, à une situation très difficile pour nos agriculteurs. Voilà, grosso modo, la tendance. Donc, l'agriculture reste un domaine majeur pour l'Europe. Encore un tiers du budget, un tiers d'un budget qui augmente. Hein. Donc, le budget de la politique agricole commune, lui, est à peu près constant ou augmente légèrement, ça dépend des pays. Et puis surtout avec des grandes mesures de reconversion, beaucoup plus de souplesse, en tout cas dans les critères d'allocation qui étaient un peu figés pour l'instant. Enfin, figés, donc c'est un peu plus compliqué. On veut simplifier, évidemment, beaucoup, notamment avec des mesures d'avance sur des fonds qui étaient beaucoup plus difficiles. Parce qu'après tout, un agriculteur comme un autre ne veut pas être assisté, il veut simplement vivre des produits de sa terre. Et par moment, il a tout simplement besoin d'une avance. Plutôt que de recevoir une aide mensuelle, il a besoin d'une avance d'un coup. Après, il vivra très bien du revenu de son exploitation, de son élevage ou de ses terres. Donc, c'est une nouvelle philosophie qu'on met en place et qui a été acquis. Donc, je pense qu'avec ça, bon, malheureusement, comme vous le savez, la politique agricole commune est absolument indispensable puisque 9 exploitants sur 10 en bénéficient. Ça veut dire que sans politique agricole commune, il n'y a pas d'agriculture viable en Europe. Mais il n'y a pas non plus d'agriculture viable aux États-Unis, où, selon d'autres mécanismes, l'agriculture est extrêmement soutenue également, avec beaucoup moins de considération que nous sur les questions environnementales. Merci pour l'éclaircissement pour M. de Cunière. On va peut-être passer à une question internationale qui nous vient de Slovénie et qui se demande comment l'Union européenne va réussir à convaincre les entreprises et les pays qui ne souhaitent pas forcément se contraindre à ce Green Deal. Comment les convaincre? C'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs manières. D'abord, la coercition, effectivement, ne marche pas. Donc, il y a tout simplement des critères, notamment sur des marchés, qui font que tout simplement les produits soit seront interdits, soit seront rendus beaucoup plus chers. Je pense aux pays en dehors de l'Union européenne. Hein. On va faire deux cas, les pays européens entre eux et des pays autres que les pays européens. Ça, c'est un objectif de l'Union européenne de créer ce qu'on appelle une taxe à la frontière carbone. Justement pour éviter ce qu'on appelait traditionnellement le dumping social et qu'on appelle maintenant le dumping environnemental,
C'est-à-dire que puisque les Européens ont des fortes contraintes de production, eh bien, on va arrêter de produire et on va importer des produits qui sont extrêmement polluants, mais qui sont faits en Chine, en Inde, etc., qui finalement nous concernent peu parce qu'on n'y vit pas. C'est ça qu'on ne veut pas. Et donc, il faut une justice économique comme une justice sociale. Et donc, le principe de financement des budgets européens, mais aussi des principes fiscaux, ce sera d'instaurer une taxe aux frontières extérieures de l'Europe pour tous les produits qui dépasseraient un certain taux d'émissions de carbone. Alors, derrière tout ça, c'est évidemment compliqué parce qu'il faut savoir de quoi on parle et comment on mesure tout ça, notamment en termes d'investissement. C'est pour ça qu'on a fait un gros travail au niveau européen, ce qu'on appelle taxinomie ou taxonomie, pour définir précisément qu'est-ce qu'on appelle finalement un investissement vert. Qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui est moins, qu'est-ce qui est vert foncé, vert clair, où commence la frontière, avec évidemment des mesures précises pour évaluer ce qu'est véritablement une énergie qui pollue moins. Est-ce que le charbon, on est tous d'accord, c'est ce qu'il y a de pire, mais il y a aussi le fioul de différentes qualités. Et puis lorsqu'on va du pire vers le meilleur, on a le gaz, donc, qui a effectivement une bien meilleure qualité de combustion. Mais ce n'est pas pour autant une énergie verte. Donc une énergie verte, qu'on appelle en tant que telle, c'est une énergie qui est totalement renouvelable, qui n'est pas le cas des énergies fossiles. Donc par rapport à tout ça, effectivement, il y a tout un gros travail qui se fait pour qu'on soit bien d'accord au niveau mondial de bien classifier tel type de produit qui est produit à partir de tel type d'énergie. Ça paraît compliqué comme ça, mais c'est fondamental parce que sinon, on va se perdre complètement, où il y a une tendance maintenant, comme vous le savez, on le dit en anglais parce qu'en français, on n'a pas tellement le mot, c'est le greenwashing. Vous repeignez en vert un peu ce qui n'est pas très propre, etc. Donc, non, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est qu'effectivement, les produits qui seront importés des pays tiers devront respecter des critères pour rentrer sans taxe et sans droits supplémentaires. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas les interdire. On fait partie quand même de l'Organisation mondiale du commerce, sauf si évidemment ils sont dangereux et interdits pour la consommation, mais je ne parle pas de ça, hein, vous comprenez, c'est des produits intermédiaires. Eh bien, ils seront surtaxés, tout simplement, et donc ils ne seront pas rentables. Donc le consommateur que vous êtes, comme moi, ne vont pas les acheter parce qu'ils seront dissuasifs. Ça, c'est un premier point. Alors, au sein de l'Union européenne, là, c'est un autre problème, puisque, comme vous le savez, il n'y a pas de frontières, c'est le marché unique. La principale mesure que l'on prend, c'est des mesures de négociation et d'accompagnement, bien sûr. Si on prend des cas très, très particuliers, effectivement, il y a ce qu'on appelle un fonds de transition juste qui va permettre à un certain nombre de pays, mais aussi de secteurs, de passer de cette transition-là consommatrice d'énergie à une transition qui soit beaucoup plus propre, avec à peu près une vingtaine de milliards d'euros qui va être destiné notamment aux personnes qui sont directement concernées. En plus, évidemment, des budgets dont je vous ai parlé. C'est ce qu'on appelle le fonds de transition juste, dont d'ailleurs bénéficie la France. Donc, c'est de l'ordre d'une vingtaine de milliards au niveau européen. La France en bénéficiera de 1 milliard. Donc, ça veut dire que la France n'a pas tant besoin que ça, aussi, par rapport aux 20 milliards, mais quand même, par exemple, pour le sud de la France, on a plusieurs centres qui sont concernés, notamment dans les Bouches-du-Rhône, avec la reconversion d'une tranche d'une centrale, qui est à Gardanne, au nord de Marseille, qui reste au charbon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra aider l'industriel à convertir cette branche-là par autre chose que du charbon. Il faudra trouver une énergie beaucoup plus propre s'il veut, évidemment, bénéficier de ce fonds de transition juste. Donc, en gros, quand vous êtes à l'extérieur de l'Europe, vous êtes surtaxé ou interdit. Quand vous êtes à l'intérieur de l'Europe, vous êtes accompagné pour une transition écologique. Ça donne envie d'être dans l'Europe quand même. C'est quand même plus confortable. Oui, c'est sûr. Et je vais peut-être poser une question qui fait la suite de celle-ci. Mais comment on fait pour les produits qui ne sont pas produits en Europe et qui sont produits qu'à l'étranger et qui ne sont pas verts? On ne peut pas surtaxer des produits que nous ne produisons pas. Donc comment on fait dans ce cas Ah de ben, justement, on va les surtaxer, c'est-à-dire qu'on va mettre en place cette fameuse taxe
à la frontière, une taxe carbone qui pourra être importante, hein. Ça peut aller jusqu'à 10, 20, 30% de plus, comme un droit de douane, en fait, hein, comme une taxe, etc. Et c'est un grand combat parce que, effectivement, tout ça, normalement, est interdit, hein. On est souvent attaqué en disant c'est du protectionnisme, etc. Non, ce n'est pas du protectionnisme, puisqu'un produit propre venant de Chine, des États-Unis ou qu'importe, s'il est propre, il rentre, bien sûr. Il rentrera sans surtaxe. Mais si c'est un produit qui a fait l'objet d'un traitement industriel compliqué et polluant, il ne sera pas interdit, parce qu'il n'y a pas de raison de l'être, mais il sera surtaxé. Alors, je pense à des détails, hein, mais quand même à leur importance. Si par exemple, je ne vais pas citer des marques, mais si vous voulez acheter une petite voiture, très à la mode, un petit 4x4 hein, qui est très, très joli, etc., vous allez être exposé avec un malus qui va quasiment doubler le prix de la voiture. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui le produisent, pour l'instant, ce sont des Coréens et des Japonais. Ils se disent de deux choses l'une. Soit, très bien, bah, finalement, je reste comme ça, et puis ceux qui la veulent, ils vont surpayer, mais ils vont perdre du marché. Soit, ils se mettent à faire des moteurs beaucoup plus propres, surtout pour une petite voiture comme ça, qui est un 4x4, etc. Mais c'est un petit budget par rapport à un vrai 4x4 qui coûte beaucoup plus cher, mais le malus et la taxe carbone sera tel que vous allez arriver finalement au prix d'un véhicule de catégorie supérieure en Europe pour le même prix. Donc, c'est absurde. Donc, nos concurrents et nos partenaires aussi industriels de Chine ou du Japon ou de Corée, ils vont se mettre tout simplement à produire un moteur plus propre. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, c'est toujours un peu drôle parce que, notamment des voitures américaines, dont je ne citerai pas le nom, très connues pour être très puissantes et partout pour circuler dans tous les terrains, ils se mettent à l'électricité ou à l'hybride. Donc, ça veut dire que le véhicule qu'ils vont vous vendre, au lieu de faire 2 tonnes, il va en faire 4 parce qu'il y aura 2 moteurs, mais il y aura ce cachet hybride, etc., qui vous permettra de rouler pendant 40 km à l'électricité tout en. Bon, voilà. Bon, c'est quand même un progrès aussi parce que par rapport à ce type de véhicule qui sera inabordable en Europe parce qu'on va doubler son prix, vous voyez que c'est une incitation pour les industriels finalement à faire du propre. Ils ne le feront peut-être pas pour la beauté de la planète, mais ils le feront pour leurs propres intérêts. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Merci. Je vois qu'elle a répondu dans le chat en vous remerciant pour votre réponse apportée. Une toute autre question, voilà, on est passé sur plus le côté, on était sur l'aspect plus global, on va passer au côté très très local. C'est qu'est-ce qu'on peut proposer donc, pour aider les communes à développer les pistes cyclables, voilà, pour toujours continuer dans ce cercle des transports. Ah ben écoutez, là, c'est très simple parce que à la fois, donc ça dépend des compétences, hein. Vous savez, c'est toujours un peu compliqué si ça relève de la métropole ou de la commune ou de l'intercommunalité, mais bon, qu'importe. Le fonds principal que l'on met en place, c'est un fonds dit structurel et d'investissement, le fameux fonds européen de développement régional, qui bénéficie à tous les pays et à la France comme à d'autres. Et à l'intérieur de ce programme, il y a 2 grands objectifs qui rentrent. Donc, le pacte vert et tout ce qui relève de l'innovation, mais pas uniquement technique, mais également sociale et économique. Donc, l'aménagement des pistes cyclables fait partie de ces programmes dits opérationnels au sein de ce programme très important, hein, le Fonds de développement régional. Pour la France, comme pour les autres pays, ce sont des fonds qui leur sont attribués. Donc, il n'y a pas une compétition entre les pays, comme ça peut être le cas, par exemple, pour les programmes de recherche ou des programmes comme LIFE, qui sont gérés, je dirais, centralement. Ici, il y a une délégation du budget européen qui est donnée dans les différents pays, qui ensuite le rétribue selon son mode de constitution, évidemment. Par exemple, la France, les autorités de gestion des fonds européens sont en grande partie les régions. Donc, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple, gère jusqu'à présent
à peu près 1 milliard d'euros de fonds européens. C'est la même chose pour toutes les régions, c'est la même chose pour tous les pays. Alors, selon évidemment sa constitution, ça peut être un Länder, ça peut être plus qu'une région ou même une ville, etc. On laisse ça à libre choix, évidemment, pour les différents pays. Mais prenons le cas, par exemple, d'une région particulière, c'est un appel à proposition en fonction des différents objectifs qui sont décidés, mais conjointement avec l'Union européenne. Donc, il est clair que c'est de l'argent européen, donc ça doit être dans le cadre des grands objectifs, mais qui sont ensuite interprétés localement, bien sûr. Dans une région, ou en tout cas un territoire où les pistes cyclables, par exemple, ou l'aménagement des voies déjà là, en grande partie avancé, donc il n'y a pas de raison de faire évidemment un effort particulier par rapport à ça. Je pense par exemple, en tout cas pour la France, à des régions outre-mer, notamment les Caraïbes ou au large de l'Afrique du Sud, pour nos amis européens, qui s'appelle la Réunion ou l'île de Mayotte, où là, il y a un gros problème, notamment pour l'aménagement du numérique. Il faut absolument installer des fibres optiques et des bornes. Donc là, la priorité des priorités, ce sera les infrastructures dans le numérique. Vous voyez, et dans d'autres régions où le numérique est déjà en partie réglé par les opérateurs privés, ça sera effectivement davantage sur des actions très décentralisées comme la rénovation thermique des bâtiments, l'aménagement des pistes cyclables. Tout ça, évidemment, ça concerne et ça s'adresse directement aux collectivités locales. Merci pour la réponse. Je vais peut-être changer totalement encore de sujet. On va revenir plus sur le côté agriculture encore, où on a beaucoup parlé de smart grid, de production locale et on développe beaucoup de centrales villageoises. Comment est-ce qu'on s'organise localement pour favoriser ce mix énergétique avec l'aide et l'appui de l'Union européenne? Alors ça, effectivement, c'est un fantastique projet, alors qui peut paraître paradoxal pour un projet européen, parce que parler de circuits courts, d'économie circulaire, ça ne fait pas grand marché européen quelque part. Et pourtant, donc c'est exactement ce que nous aussi on veut développer. Alors, ça se fera de plusieurs manières, avec d'autres fonds que celui que je vous ai mentionné. Donc, je parle évidemment d'accompagnement financier. Donc, le fonds dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment pour l'aménagement des pistes cyclables, c'est le Fonds européen de développement régional, le FEDER en français. Pour d'autres fonds, notamment pour le développement rural, qui est une partie de la politique agricole commune, mais qui est gérée dans ce cas-là aussi par les régions. Donc, il y a deux piliers dans la politique agricole commune, pour faire simple. Le principal pilier de très loin, c'est l'aide directe aux agriculteurs, dans ce dont je parlais tout à l'heure. Le deuxième pilier, c'est une assistance au développement rural. Donc, c'est du para-agricole, c'est tout ce qu'il y a autour, mais qui fonde évidemment la ruralité et aussi le secteur agricole, qui permettent également donc, de promouvoir des écosystèmes beaucoup plus petits, avec des circuits courts, des ventes directes, ça c'est fondamental aussi, et qui permettent aussi des expérimentations locales, citoyennes, notamment d'agriculture biologique. Je pense aussi, pas uniquement pour le domaine agricole, rural, mais je pense aux jardins partagés qui sont en ville, les jardins sur les toits qui sont aussi en ville, forcément, etc. Donc ça fait partie de notre programme très important qui est le Fonds européen pour le développement agricole. Donc ça existe, et avec une dimension citoyenne, et là j'insiste aussi, c'est important, parce que c'est à partir des besoins vraiment du territoire très local, pour celui-là, le programme en tout cas, qui permet effectivement de faire remonter des projets très concrets, en forme d'écosystème, une fois de plus. Donc, vous avez le producteur, vous avez l'intermédiaire, vous avez les points de vente, etc. Tout ça est intégré et qui permettent justement à l'agriculteur d'abord de vivre mieux de ses productions, puisqu'il y a moins d'intermédiaires, et le consommateur, lui, bénéficiera de garanties parce que ce qu'il va acheter a été produit dans un périmètre de 50 km, je dis ça au hasard, mais ça sera la production locale en tout cas, et qui sera biologique et certifiée. Donc c'est un vrai progrès, je dirais aussi en termes social et économiques.
qui permettra effectivement de relever ce pari de l'agriculture biologique qui fonctionne. On voit bien que maintenant, c'est partout, l'agriculture biologique. C'est partout, sauf évidemment dans le revenu des agriculteurs. Et ça pose un vrai problème. Parce qu'il faut trouver la juste rémunération, acheter des produits bio très bon marché dans les très grands supermarchés, c'est une bonne chose, bien sûr pour la santé et le pouvoir d'achat, mais ce n'est pas forcément une bonne chose pour l'agriculteur qui, lui, doit aussi vendre à un prix très bas pour que justement ce prix à la consommation le reste. Non, là, effectivement, l'objectif, c'est bien sûr d'avoir des produits bio accessibles à tous, mais aussi de permettre à l'agriculteur de se dispenser d'un certain nombre d'intermédiaires et de vendre localement dans un certain périmètre directement. Ce n'est pas nouveau, on appelait ça des marchés avant, hein. Ça existe toujours, mais de moins en moins avec le producteur lui-même. Donc, c'est ce qu'on appelle des coopératives qui fonctionnent très bien hein, dans certains pays, dans certaines régions, notamment de France. C'est historiquement très fort. Eh bien, c'est ce modèle-là qu'on veut absolument développer et en tout cas soutenir financièrement. Très, très bien, oui, c'est vrai que les circuits courts, c'est vraiment une clé aujourd'hui. Et en plus, ça rentre dans la catégorie des polluants, parce que si c'est circuit sous, ça pollue moins, évidemment, en termes de CO2. Bien sûr, parce que plutôt qu'un produit qui va vous faire 2000 km pour acheter des tomates, eh bien, vous mangez les tomates en saison, ou alors vous mangez des tomates sous serre, la serre étant elle-même produite, réchauffée par des pompes à chaleur et pas évidemment par des énergies fossiles. C'est un cercle vertueux qu'on essaie de mettre en place. Oui. Du coup, pour poursuivre, encore un changement de sujet, mais peut-être on va aborder une des dernières questions, voire la dernière question, vu que le temps passe, qu'on a des impératifs de temps, qui revient sur l'énergie, le stockage plus précisément, donc les batteries et les matériaux que ça nécessite, et peut-être même voire élargir un peu, parce que beaucoup de matériaux, que ça soit même pas que pour stocker l'énergie, mais des matériaux pour les ordinateurs, les téléphones par exemple, que nous, on ne peut pas produire. Comment on fait pour ces terres rares qui ne sont pas chez nous, mais on a besoin de ces matériaux aussi? C'est vrai. Non, c'est vrai. Donc on règle le problème en créant un autre. Hein. Alors, il y a deux manières. Je dirais, il y a la manière économie circulaire, c'est-à-dire la réparabilité des produits. Il n'est pas normal maintenant que la durée de vie d'un appareil, quel qu'il soit on sait très bien calculer et qu'il soit en plus pas réparable. Quand vous achetez un téléphone portable, que vous avez un problème de batterie, il y a de fortes chances qu'on vous dise, bah, écoutez, changer la batterie, ça vous coûtera pratiquement le prix d'un nouveau. Donc ça, c'est pas normal. Donc là, premier point, c'est déjà allonger la durée de vie technique d'un produit par la réparabilité. Donc, obliger les producteurs, effectivement, à donner un plan dans le temps hein, de disponibilité des pièces détachées et des centres de réparation. Mais ça, je dirais, les citoyens que nous sommes n'ont pas besoin. Hein, je veux dire, c'est spontané. On voit très bien qu'il y a de plus en plus de centres qui se créent, solidaires ou commerciaux de réparation. Le problème, c'est la disponibilité, le prix des pièces détachées. Donc ça, c'est quelque chose on va réglementer, que l'on réglemente déjà en partie. Et ça fait partie du Green Deal à part entière. Le deuxième point, c'est effectivement de minimiser l'apport des ressources rares dans les techniques. Bien sûr, pour l'instant, il y a eu sans doute des gâchis, c'est-à-dire qu'il y a un mode d'extraction des minéraux rares qui n'est pas économe, pour personne d'ailleurs. Mais quand au départ, le prix de la matière première est faible, vous savez, ça n'a pas d'importance. Ce qui est d'ailleurs souvent choquant lorsque vous voyez des centrales de production ou industrie, vous voyez du gaz qui brûle en permanence. Il brûle pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quoi en faire et que ça coûterait trop cher de le garder. Vous voyez, c'est absurde. C'est un système absurde. Donc, il faut effectivement internaliser l'ensemble de ces coûts pour que ça devienne beaucoup plus rentable. L'autre point, évidemment, c'est d'avoir des formules de substitution par rapport à ces matériaux rares et d'avoir un mode aussi de valorisation qui soit équitable pour tous. On sait très bien, en tout cas, notamment en Amérique latine, que le mode d'extraction de certains de ces minéraux rares
conduit à des formes d'exploitation très, très nettes. On sait très bien qu'il peut y avoir du travail d'enfant. On sait très bien que les conditions d'exploitation sont catastrophiques pour la santé. On le sait très bien au Congo, par exemple, pour quels que soient les types de minéraux qui rentrent et qui deviennent de plus en plus précieux. Et on peut imaginer qu'il y a aussi des filières de corruption très marquées qui, à l'antipode de notre modèle européen. Donc, le consommateur européen ne doit pas être non plus un complice de ce genre de choses. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument internaliser. Alors, pour les batteries, le gros problème aussi pour la réparation, peut-être vous êtes aussi concerné en tant qu'utilisateur, si vous achetez maintenant un nouveau vélo électrique, la batterie est intégrée. Et en tant que batterie intégrée, elle n'est pas réparable, souvent. On vous dit tout simplement ça, c'est pas réparable. Et quand vous savez que le prix d'une batterie correspond presque à la moitié du prix du vélo, ça ne va pas le faire, quoi. Donc là aussi, c'est des modules d'abord d'extraction de la batterie. Alors pourquoi ça a été intégré? Parce qu'avant, c'était effectivement, vous voyez, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, et c'est toujours le cas pour beaucoup, la batterie était au porte-bagages, vous la tirez, etc. Mais sauf que le problème, c'est quand vous la vole et que vous l'oubliez. Donc là, maintenant, il faut trouver des formules où, quelque part, la batterie doit être facilement extractable et puis surtout réparable. Et à un coût, je dirais, limité, c'est dans votre contrat de vente. Donc, c'est des choses que l'on va imposer aux producteurs également. Et malheureusement, l'essentiel de ces vélos-là sont également importés, même si l'industrie européenne rebondit, parce que la demande est tellement forte. Effectivement, c'est des règles qu'on va imposer. On va être dans l'obligation de surtaxer ce type de produit. En les surtaxant, évidemment, on pénalise le consommateur, que vous êtes comme moi. Donc, il faudra trouver une formule essentielle pour que le producteur à la base fasse des vélos qui soient effectivement beaucoup plus réparables et recyclables. Eh bien, je vous remercie. On va peut-être s'arrêter sur cette question. Voilà, je tenais à vous remercier pour toute Et moi votre aussi, attention et toutes vos réponses à toutes nos questions. vous pourriez passer des heures, hein, mais bon. Oui, c'est sûr. Il y avait encore des questions, mais voilà, je tenais à vous remercier de ma part, de la part du chat. Donc voilà, je repasse la main à Claire. Oui, merci beaucoup, Monsieur Dumort, d'être intervenu avec nous aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. C'est la fin de notre colloque Discover Europe qui aura duré 3 jours d'ateliers, de conférences, de débats en français et en anglais. Merci à tous d'avoir répondu présent pour cet événement qui aurait dû se dérouler en présentiel, mais malheureusement, la pandémie en a décidé autrement. Mais nous sommes parvenus à l'organiser et je vous remercie beaucoup pour votre participation. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain colloque qui aura lieu le 7 juin en Hongrie. Donc, on vous donnera toutes les informations. Voilà. Et sachez aussi que si vous souhaitez recevoir le diaporama de M. Dumort, il faut nous envoyer un email à l'adresse qu'on va vous noter dans le chat. Je vais vous l'écrire. Alors, peut-être pas le diaporama, mais le document présenté au début. Oui, c'est un diaporama. Ouais, ok, pardon. C'est bien un diaporama. Donc, Europe Direct. Un instant. Europe Direct. Je vais y arriver. Voilà. Donc, on pourra vous faire parvenir donc, ce document. Donc, merci encore une fois. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi et je vous dis à bientôt en Hongrie pour de nouvelles aventures européennes. Merci à tous. Merci à vous. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir.